19 août 1944. Quartier général de la Wehrmacht, Prusse orientale. Le général Alfred Jodl examina les derniers rapports de renseignement provenant du front de l'Ouest en effondrement. Son état-major avait calculé les mathématiques des lignes de ravitaillement alliées s'étirant sur plus de 640 km depuis les plages de Normandie jusqu'à la 3e armée de Patton qui menait la charge. Les Américains ont dépassé leur logistique. Patton s'arrêtera dans quelques jours, peut-être quelques heures. Aucune armée ne peut maintenir de telles vitesses avancées sans carburant. Depuis son poste au quartier général de la Wolfschanze de Hitler, Jodl analysait ce que chaque général allemand comprenait par expérience. Une division blindée consommait 568 000 litres de carburant par jour en avançant. Les Américains étaient maintenant à 640 km de leur dépôt de ravitaillement. Le calcul était inéluctable. La 3e armée de Patton allait s'arrêter net, donnant à la Wehrmacht le temps de se regrouper sur la Seine, peut-être de tenir jusqu'à l'hiver. Ce que Jodl ignorait, c'est qu'à 200 km de là, 5 958 camions roulaient déjà vers l'Est, dans un convoi sans fin, les phares allumés, en défiant la doctrine militaire, transportant 12 500 tonnes de ravitaillement toutes les 24 heures. Le Red Ball Express, une opération logistique si audacieuse que la science militaire allemande n'avait jamais imaginé cela possible, était sur le point de briser toutes les hypothèses sur la guerre mécanisée. Sous 72 heures, les chars supposément immobilisés de Patton allaient percer les positions allemandes sur la Seine. En une semaine, ils libéreraient Paris. En un mois, ils se tiendraient à la frontière allemande. Les plus grands esprits militaires de la Wehrmacht allaient recevoir une leçon en logistique américaine qui redéfinirait leur compréhension de la guerre moderne. Dispensés par 23 000 chauffeurs de camions, dont 75% étaient des soldats afro-américains, qui ont transformé un réseau autoroutier à sens unique en la ligne de ravitaillement militaire la plus efficace de l'histoire. La confiance de l'état-major allemand dans l'échec logistique américain provenait de décennies d'expérience militaire et d'observations récentes. La Wehrmacht avait été pionnière du Blitzkrieg, avait révolutionné la guerre des armes combinées et comprenait intimement la tyrannie des lignes de ravitaillement. Leur propre campagne s'était répétitivement enlisée lorsque la logistique ne suivait pas le rythme du succès tactique. En Russie, l'avancée de la Wehrmacht avait échoué non pas à cause de la résistance soviétique initialement, mais à cause de l'incapacité simple à ravitailler les forces sur de vastes distances. Les camions allemands tombaient en panne sur les routes russes. Les chariots tirés par des chevaux, représentant encore 80% du transport militaire allemand, ne pouvaient pas suivre la vitesse des pointes blindées. Les différences de gabarit ferroviaire signifiaient que les ravitaillements s'empilaient à des centaines de kilomètres du front. Le général der Panzertruppe Heinrich Freiherr von Luttwitz, qui commanderait le 47e corps blindé à partir de septembre 1944, avait écrit en juillet « Les Américains font face à la même impossibilité logistique que nous avons rencontrée en Russie. Leur avantage mécanique devient un désavantage. Les machines nécessitent du carburant, des munitions, des pièces. Ils ont avancé de 640 km en 30 jours. L'histoire nous apprend ce qui vient ensuite, la paralysie. » Les renseignements allemands suivaient méticuleusement les taux de consommation américains. Un seul char Sherman brûlait environ 0,47 litres par kilomètre sur route, bien pire en tout terrain. Une division d'infanterie nécessitait 700 tonnes de ravitaillement par jour. Une division blindée avait besoin de 1000 tonnes. Patton commandait 12 divisions, avançant sur un front de 96 km. Les mathématiques semblaient irréfutables. 12 000 tonnes quotidiennes, transportées sur 640 km depuis les plages, sur des routes endommagées, à travers un réseau de transport que les Allemands avaient systématiquement détruit durant leur retraite. Le général-major Siegfried Westphal, qui deviendrait chef d'état-major du Fieldmarschall von Rundstedt en septembre, calcula le 20 août. Même si les Américains possédaient des camions illimités, ce qu'ils n'ont pas, des routes parfaites, ce qu'ils n'ont pas, et aucune panne mécanique, ce qui est impossible, ils ne pourraient toujours pas soutenir l'avancée de Patton plus de 48 heures supplémentaires. Les lois physiques ne peuvent être violées, même pas par l'industrie américaine. Le lancement du Red Ball Express.
À 14 heures, le 25 août 1944, dans un château français réquisitionné près du Havre, le lieutenant-colonel Loren A. Ayers du Motor Transport Service fit face à une salle pleine d'officiers sceptiques. Les calculs qu'il présentait étaient sombres. La 3e armée de Patton consommait des ravitaillements plus vite qu'aucune autre armée de l'histoire, avançant à des vitesses qui défiaient toute planification logistique. Les méthodes de ravitaillement traditionnelles, transport ferroviaire, convois programmés, distribution dépôt à dépôt, s'étaient effondrées sous la tension. « Messieurs, annonça Ayers, nous allons créer une autoroute à sens unique depuis Cherbourg et les plages jusqu'aux lignes de front. Chaque véhicule roulera 20 heures sur 24. Aucun arrêt, sauf pour l'essence et les urgences. Nous déplacerons un minimum de 12 500 tonnes par jour. » Le nom venait de la terminologie ferroviaire. Un Red Ball Freight était un envoi express qui avait la priorité sur tout le reste. Le Red Ball Express fonctionnerait sur le même principe. Priorité absolue, aucun retard, aucune exception. Les spécifications techniques défiaient la doctrine militaire allemande, 2 autoroutes parallèles à sens unique, une pour les camions chargés allant vers l'avant, une pour les camions vides revenant, des opérations 24 heures sur 24 avec les phares allumés, abandonnant la discipline du blackout, une politique de non-arrêt, sauf pour le carburant, et les pannes mécaniques. Des intervalles de convoi de 5 minutes, maintenant une vitesse moyenne de 56 km par heure, des unités de maintenance mobile tous les 80 km, des points de contrôle de la police militaire retirant tout véhicule en dessous de 40 km par heure. Le colonel Charles O. Thrasher, commandant la section avancée de l'ADSEC, communication zone, examina les chiffres prévus. Nous avons besoin de 140 compagnies de camions, 5 958 véhicules minimum opérant à 90% de disponibilité. C'est impossible selon tout manuel de logistique jamais écrit. Pourtant, en 36 heures, l'impossible était opérationnel. L'effort humain et l'innovation. Le 26 août 1944, les chauffeurs de la 3916 compagnie de camions du Quartermaster grimpèrent dans leur camion GMC CCKW 2,5 tonnes, surnommé Deuce and a Half, chargé d'obus d'artillerie de 105 mm à destination des canons de Patton à Mélin, à 480 km à l'est. La composition démographique du Red Ball Express aurait stupéfié les théoriciens raciaux allemands. Sur les 23 000 chauffeurs qui finiraient par opérer sur l'itinéraire, environ 75% étaient des soldats afro-américains servant dans une armée encore ségrégée. Ces hommes, qui ne pouvaient pas manger dans les restaurants pour blancs ni utiliser les installations pour blancs dans une grande partie de l'Amérique, maintenaient en mouvement l'armée des généraux blancs les plus célébrés. Les chauffeurs développèrent leur propre culture en quelques heures. Ils peignirent des slogans sur leurs camions. Banque de sang de Patton. Hitler, nous arrivons. Express Détroit-Berlin. Ils créèrent leurs propres règles de circulation. Les véhicules plus lents se rangeaient immédiatement. Les pannes mécaniques étaient poussées dans les fossés. Tout camion en dessous de 32 km par heure était considéré comme un obstacle. Dès le 28 août, les unités de reconnaissance allemandes commencèrent à rapporter quelque chose de sans précédent. Des unités d'Aufklärungsabteilung 116 radièrent depuis des positions surplombant la route principale du Red Ball. Colonne de véhicules continue, phare visible sur 20 km. Pas d'espacement, pas de discipline de blackout. Estimation, 1000 véhicules par heure. Les Américains ont abandonné toute précaution militaire. Cela violait tout ce qu'enseignait la doctrine militaire allemande. Les phares la nuit invitaient aux attaques aériennes. Les colonnes continues présentaient des cibles d'artillerie parfaites. L'absence d'espacement entre les véhicules signifiait qu'un seul camion immobilisé pouvait arrêter un convoi entier. Pourtant, les Américains semblaient ne pas s'en soucier. Le général der Panzertruppe Edgar Feuchtinger, commandant la 21e division Panzer, observa personnellement le Red Ball Express depuis des positions cachées le 30 août. Son rapport au quartier général du groupe d'armée B reflétait une alarme croissante. L'ennemi opère un système de ravitaillement au-delà de notre compréhension. Les véhicules passent à des intervalles de 30 secondes, jour et nuit,
sans pause. Ils ne se cachent pas, ne se dispersent pas, ne suivent aucune règle que nous comprenons. Ce n'est pas de la science militaire. C'est la production de masse appliquée à la guerre. Ce que les Allemands ne pouvaient pas comprendre, c'est que la logistique américaine fonctionnait sur des principes entièrement différents. Là où la doctrine allemande mettait l'accent sur la dissimulation, les Américains comptaient sur le volume. Là où les Allemands conservaient les véhicules, les Américains supposaient 20% de panne mécanique et planifiaient en conséquence. Là où les Allemands suivaient des procédures militaires strictes, les Américains improvisaient continuellement. L'impact et les conséquences. Les chiffres atteints par le Red Ball Express défiaient les calculs allemands de ce qui était logistiquement possible. Première semaine, 25 au 31 août 1944, 89 939 tonnes de ravitaillement livrées. Moyenne quotidienne, 12 848 tonnes. Distance aller-retour, 1100 km. Rotation de véhicules, 5 958 camions faisant un trajet et demi par jour. Carburant consommé par l'opération elle-même, 1 114 000 litres. Les spécialistes de la logistique allemands, ayant capturé ces chiffres dans des documents américains, les ont rejetés comme de la propagande. Mais les chiffres étaient réels et s'accéléraient. L'opération reposait sur une innovation constante. Lorsque les camions tombaient en panne, environ 1800 par jour, des unités de maintenance mobile effectuaient des réparations au bord de la route. Les mécaniciens développèrent un système de triage, 15 minutes pour réparer ou pousser hors de la route. Les pièces étaient cannibalisées sur des véhicules jugés irréparables. Les moteurs étaient échangés en 45 minutes à l'aide de grues mobiles. L'observation la plus stupéfiante pour les Allemands fut la gestion américaine du carburant. Le Red Ball Express consommait 1 114 000 litres d'essence par jour rien que pour ses propres opérations, plus que ce que de nombreuses armées allemandes recevaient pour tous usages. Pourtant, le carburant ne manquait jamais. Les Américains avaient créé un autre miracle parallèle, l'opération Pluto, Pipelines Under the Ocean, posant des pipelines à travers la Manche. Dès septembre 1944, le carburant coulait à travers des pipelines sous-marins. Les renseignements allemands ne les avaient même pas détectés. Des dépôts de carburant avancés furent établis tous les 40 km le long de la route du Red Ball. Des camions-citernes fonctionnaient selon leur propre système de convoi parallèle, garantissant qu'aucun véhicule n'attendait plus de 10 minutes pour faire le plein. Le général-major Walter Warlimont observa sur des photographies de reconnaissance aérienne « Les Américains ont des dépôts de carburant plus grands que nos réserves stratégiques entières. Ils brûlent plus d'essence à déplacer de l'essence que nous n'en allouons à des divisions Panzer entières. Ce n'est pas la guerre telle que nous la comprenons, c'est un débordement industriel. » Le Red Ball Express ne se contentait pas de ravitailler l'avancée de Patton. Il en multipliait la vitesse de façon exponentielle. La doctrine militaire allemande calculait qu'une division blindée pouvait maintenir une avancée de 32 à 48 km par jour dans des conditions optimales. Les divisions de Patton, ravitaillées par le Red Ball Express, avancèrent en moyenne de 64 à 96 km par jour pendant des semaines. Le 1er septembre 1944, la 4e division blindée avança de 56 km lors des opérations du matin, s'arrêta pour être ravitaillée à midi. Les camions du Red Ball attendaient avec du carburant et des munitions, et elle avança de another 51 km l'après-midi. Cette avancée de 107 km en un seul jour pulvérisa la planification défensive allemande qui supposait des avancées quotidiennes maximales de 48 km. Le général-oberst Heinz Guderian, examinant les rapports en Prusse orientale, refusa initialement d'y croire. Aucune force blindée ne peut avancer de 96 km par jour pendant une semaine. Les pannes mécaniques à elles seules l'empêchent. C'est de la propagande ou une mauvaise identification. Mais les communications radio américaines interceptées le confirmèrent. Plus inquiétant pour les commandants allemands, les Américains diffusaient leur position ouvertement sans code, suprêmement confiants en leur capacité à se déplacer plus vite que les Allemands ne pouvaient réagir.
Dès le 5 septembre 1944, les renseignements allemands avaient compilé des rapports complets sur le Red Ball Express. Les implications étaient catastrophiques pour la planification de la Wehrmacht. Toutes les hypothèses sur les capacités militaires américaines devaient être révisées. Le rapport contenait des observations qui défiaient la science militaire allemande. Les Américains gaspillaient les véhicules prodigieusement, abandonnant les camions endommagés plutôt que de les réparer. Les chauffeurs fonctionnaient avec des stimulants pendant des jours, violant tous les principes de gestion du personnel. Aucune discipline de camouflage, rendant tout le système vulnérable aux attaques aériennes qui ne vinrent jamais. Des taux de panne mécanique de 30%, quotidiennement simplement submergés par la redondance. Une consommation de carburant qui aurait ruiné n'importe quelle armée européenne. La réponse du Field Marshal Walter Model révéla un désespoir croissant. Si ces rapports sont exacts, nous ne faisons pas face à une armée supérieure mais à une civilisation supérieure. Ils ne font aucun effort pour se cacher parce qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils gaspillent les ressources parce qu'ils ont des ressources infinies. Nous ne pouvons pas vaincre cela avec des tactiques militaires. Les chauffeurs du Red Ball Express payèrent un prix physique que les observateurs allemands ne pouvaient pas voir. Les chauffeurs opérèrent pendant 72 heures consécutives, hallucinant d'épuisement et de benzédrine. Les accidents tuèrent 300 chauffeurs durant la période opérationnelle du Red Ball. Des camions entrèrent en collision dans le brouillard, se renversèrent sur des routes endommagées, brûlèrent lorsque des moteurs surchauffés s'enflammèrent. Pourtant, le moral resta extraordinairement élevé. Ces hommes, surtout des Afro-Américains, à qui on refusait l'égalité des droits chez eux, comprenaient qu'ils faisaient l'histoire. Ils prouvaient que les théories raciales de Hitler étaient fausses avec chaque kilomètre parcouru, chaque tonne livrée. Les officiers allemands capturés fournirent un témoignage éloquent de l'impact du Red Ball Express. Oberst Hans von Lück, fait prisonnier en septembre 1944, dit à ses interrogateurs « Nous avons su que nous avions perdu lorsque nous avons compris votre système de ravitaillement. Vous violez toutes les règles, gaspillez du carburant, abandonnez des véhicules, épuisez les chauffeurs, et pourtant vous réussissez par le seul volume. Vous avez industrialisé la guerre au-delà de notre compréhension. » L'impact psychologique sur les forces allemandes fut dévastateur. Les soldats de la Wehrmacht pouvaient entendre les camions américains toute la nuit, chaque nuit. Des moteurs sans fin, des ravitaillements sans fin. Ils avaient 3 cartouches par fusil, alors que les Américains apportaient des millions de cartouches. Le son lui-même devint une guerre psychologique. Les véhicules eux-mêmes stupéfièrent les ingénieurs allemands. Le camion GMC CCKW 2,5 tonnes, colonne vertébrale du Red Ball Express, représentait la perfection de la production de masse. General Motors avait produit plus de 500 000 de ces véhicules à la fin de la guerre, plus de camions que l'ensemble de l'armée allemande n'en possédait, tout type confondu. Les camions comportaient des innovations que les Allemands n'avaient pas mises en œuvre. La traction intégrale comme standard, pas comme exception. Des systèmes de gonflage automatique des pneus. Une étanchéité permettant un gué de 76 cm. Des moteurs fonctionnant avec du carburant de mauvaise qualité sans modification, des chauffages qui fonctionnaient réellement en hiver. Plus stupéfiante encore était la philosophie de maintenance américaine. Là où les Allemands reconstruisaient les moteurs, les Américains les remplaçaient. Là où les Allemands rationnèrent les pièces, les Américains jetaient des véhicules entiers pour des problèmes mineurs. Là où les Allemands avaient des maîtres mécaniciens, les Américains avaient des milliers de mécaniciens compétents qui pouvaient effectuer 80% des réparations. Alors que le front se déplaçait vers l'Est, le Red Ball Express s'adaptait avec une rapidité qui stupéfia les officiers planificateurs allemands, habitués à des semaines de préparation pour des changements logistiques majeurs. Lorsque l'itinéraire original vers Chartres devint insuffisant, les Américains créèrent des extensions du Red Ball Express du jour au lendemain. White Ball Express, Rouen à Paris, Green Diamond, Cherbourg au point de transfert ferroviaire, Red Lion, Bayeux à Bruxelles, ABC, Anvers, Bruxelles, Charleroi. Chaque nouvelle route était opérationnelle dans les 48 heures suivant sa conception. Les officiers d'état-major allemands nécessitaient des semaines pour planifier des opérations similaires.
Les Américains se contentaient de peindre de nouveaux marquages, d'assigner des camions et de commencer à rouler. La prédominance des chauffeurs afro-américains dans le Red Bull Express créa une dissonance cognitive pour les théoriciens raciaux allemands. L'idéologie nazie déclarait les Noirs inférieurs, incapables de tâches techniques, manquant d'initiative. Pourtant, ces chauffeurs accomplissaient des miracles logistiques que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Les soldats afro-américains comprenaient l'ironie. Ils savaient ce que les nazis pensaient d'eux, ce qui les poussait à conduire encore plus dur. Chaque kilomètre qu'ils parcouraient prouvait que Hitler avait tort. Ils combattèrent le racisme avec des clés de camion, vainquant l'idéologie nazie par des performances supérieures. Certains prisonniers allemands, forcés de charger les camions du Red Bull comme travailleurs, virent leur vision du monde brisée en travaillant aux côtés de sergents afro-américains qui calculaient les répartitions de poids plus vite que les ingénieurs allemands, qui parlaient un meilleur anglais que les instructeurs d'anglais allemands, qui traitaient les prisonniers équitablement malgré tout ce que la propagande nazie leur avait dit sur le comportement racial. Le Red Bull Express nécessita une infrastructure que les Allemands jugeaient impossible à créer dans des conditions de combat. Les ingénieurs construisirent ou renforcèrent 40 ponts, créèrent 15 dépôts de carburant majeurs, établirent 26 stations de maintenance et construisirent 8 villes temporaires pour les chauffeurs. Le tout pendant que l'opération fonctionnait. Le pont à monter avait été détruit par les ingénieurs allemands spécifiquement pour arrêter la logistique américaine. La Wehrmacht calcula que son remplacement nécessiterait 6 semaines minimum. Les ingénieurs américains construisirent un pont temporaire en 14 heures, tandis que les convois du Red Bull firent un détour de seulement 13 km sur des routes de contournement hâtivement bulldozées. Les ingénieurs allemands observèrent les méthodes de construction américaines avec stupéfaction. Pas de réunion de planification, pas de plan détaillé, juste une action immédiate. Ils construisaient plus vite que les Allemands ne pouvaient détruire, créant une infrastructure qui apparaissait du jour au lendemain dans les champs français. Un accomplissement du Red Bull Express stupéfia particulièrement les officiers d'artillerie allemands, des taux d'approvisionnement en munitions qui dépassaient leurs calculs théoriques les plus élevés. Les unités d'artillerie américaines tiraient sans restriction, un luxe qu'aucune unité allemande n'avait connu depuis 1942. Durant la réduction des fortifications de Metz en septembre 1944, l'artillerie du 20e corps tira 100 000 obus en 24 heures. Le Red Bull Express livra chaque obus plus 20% de surplus. L'artillerie allemande défendant Metz était rationnée à 50 obus par canon par jour. La disparité était écrasante. Les canons américains tiraient continuellement pendant des heures, tandis que les officiers d'artillerie allemands calculaient que de tels bombardements nécessitaient 50 camions de munitions par heure. Le Red Bull les fournissait sans pause. Le Red Bull Express consommait des véhicules à des taux qui auraient paralysé toute autre armée. Fin septembre, l'attrition mécanique atteignit des proportions stupéfiantes. Durée de vie moyenne du véhicule, 16 000 km, normal, 48 000. Taux d'immobilisation quotidien, 30% de tous les véhicules. Moteur remplacé, 500 par semaine. Pneus consommés, 10 000 par semaine. Véhicules totaux détruits ou abandonnés, plus de 5 000. Pourtant, l'opération ne ralentit jamais. La production américaine avait anticipé de telles pertes. Des navires arrivaient chaque semaine dans les ports français transportant des centaines de nouveaux camions. Les chauffeurs de remplacement étaient formés en 2 jours et jetés dans les convois. Les calculs allemands montraient que les Américains détruisaient plus de camions par semaine que la Wehrmacht n'en possédait en France. Pourtant, leur capacité de transport augmentait plutôt que de diminuer. Ils avaient réalisé quelque chose que les Allemands pensaient impossible, une logistique plus rapide que la consommation. Les civils français le long de la route du Red Bull furent témoins d'une abondance américaine qui contredisait des années de pénurie sous l'occupation allemande. L'impact psychologique sur les populations occupées fut immédiat et profond. Les chauffeurs du Red Bull Express, particulièrement les Afro-Américains, partageaient souvent leurs rations avec les civils français malgré les règlements. À chaque arrêt, des enfants se rassemblaient et les chauffeurs leur donnèrent du chocolat, des cigarettes, du savon.
Le contraste avec l'occupation allemande était frappant. Les Américains donnaient avec désinvolture ce que les Allemands avaient strictement rationné. Les renseignements allemands rapportèrent l'impact propagandiste. Les civils français croient maintenant la victoire américaine inévitable. Ils citent les convois de camions comme preuve. L'activité de la résistance a augmenté de 400% le long des routes du Red Ball. La population qui acceptait notre occupation s'y oppose maintenant activement. Début septembre 1944, le Red Ball Express fit face à son plus grand défi. La 3e armée de Patton avait avancé si loin que même le Red Ball peinait à maintenir les taux de ravitaillement. L'aller-retour dépassait maintenant 1120 km. Les chauffeurs s'effondraient, les véhicules se disloquaient. Les renseignements allemands détectèrent la tension. Le général der Panzertruppe Hasso von Manteuffel rapporta le 8 septembre. Les lignes de ravitaillement américaines montrent des signes d'effondrement. Les intervalles de convoi sont passés de 5 à 15 minutes. La vitesse des véhicules a diminué. C'est notre opportunité. Mais l'adaptabilité américaine surprit à nouveau les Allemands. En 72 heures, le Red Ball Express se réorganisa, créa des points de transfert intermédiaires, réduisant les trajets individuels à 560 km, mit en œuvre des systèmes de rotation des chauffeurs, établit des bases de maintenance avancées, doubla le nombre de véhicules assignés. Au 12 septembre, la livraison de tonnage avait en fait augmenté. La crise qui aurait dû arrêter Patton ne fit que renforcer le système. En complément du Red Ball Express, les Américains mirent en œuvre une autre solution logistique que les Allemands jugeaient impossible: le ravitaillement aérien à grande échelle. Des avions de transport C-47 commencèrent à livrer des ravitaillements critiques directement aux unités avancées, chaque avion transportant 3 tonnes. Le 16 septembre 1944, des observateurs de la Wehrmacht comptèrent 900 vols de transport en une seule journée, livrant 2700 tonnes par les airs. La Luftwaffe, à son apogée, avait réussi 300 tonnes quotidiennes à Stalingrad et considérait cela comme un effort maximum. Les Américains utilisaient les avions de transport comme des camions, sans se soucier de l'escorte de chasseurs, sans limitation de carburant. Ils assumaient les pertes et les submergeaient par le nombre. La Wehrmacht ne pouvait rivaliser avec cette arithmétique industrielle. Le Red Ball Express fonctionnait selon des principes de commandement qui violaient la hiérarchie militaire allemande. Des officiers subalternes prenaient des décisions réservées aux généraux dans la Wehrmacht. Des sergents commandaient des opérations plus vastes que celles gérées par des colonels allemands. Cette décentralisation déroutait les observateurs allemands. La logistique américaine fonctionnait sans contrôle central apparent. Chaque lieutenant agissait comme un général, chaque sergent comme un colonel. Le chaos aurait dû en résulter. Au lieu de cela, ils atteignaient une efficacité que la Wehrmacht ne pouvait égaler avec sa hiérarchie rigide. En octobre 1944, l'avancée des têtes de ligne ferroviaires commença à réduire les besoins du Red Ball Express. L'opération qui devait durer 10 jours avait continué pendant 82 jours, livrant 412 000 tonnes de ravitaillement sur 196 millions de tonnes-kilomètres. Les commandants allemands, se battant maintenant sur leurs propres frontières, réfléchirent à ce qu'ils avaient vu. Le Field Marshal Model écrivit dans son rapport final: « Nous n'avons pas été vaincus principalement par les chars ou les avions américains. Nous avons été vaincus par les camions américains. » Le Red Ball Express prouva que dans la guerre moderne, la logistique est la stratégie. La transition vers le transport ferroviaire fut elle-même un miracle. Les ingénieurs ferroviaires américains avaient reconstruit 1600 km de voies ferrées françaises détruites pendant que le Red Ball fonctionnait. Ils posaient de nouvelles voies plus vite que les Allemands ne les avaient détruites, utilisant souvent du matériel ferroviaire allemand capturé. Les statistiques finales du Red Ball Express défièrent tous les calculs allemands de possibilités logistiques. 82 jours d'opération, 412 193 tonnes de ravitaillement livrées, 357 millions de tonnes-kilomètres, 5 958 véhicules en moyenne, pic 7 000, 23 000 chauffeurs employés au total, 2,65 millions de litres de carburant consommés quotidiennement, 40 000 tonnes de munitions livrées à Patton seul, 15 millions de rations transportées,
135 000 tonnes d'approvisionnements médicaux. En examinant ces chiffres en captivité, des officiers allemands admirent qu'ils avaient calculé la logistique américaine sur la base du précédent européen. Ils avaient multiplié leurs meilleures performances par 3 et avaient supposé que c'était le maximum américain. Ils s'étaient trompés d'un facteur 10. Au-delà du tonnage et de la distance, le Red Ball Express réalisa quelque chose de plus profond. Il détruisit la foi allemande en leur propre supériorité militaire. Des officiers de la Wehrmacht, qui avaient méprisé les Américains comme mous et mécaniquement dépendants, virent ces mêmes Américains accomplir des miracles logistiques grâce à la détermination et à l'abondance industrielle. Des prisonniers de guerre allemands se tenaient silencieux aux clôtures des camps, comptant les camions du Red Ball qui passaient. Certains pleurèrent. Ils comprirent ce que cela signifiait. Pas seulement que les Américains pouvaient ravitailler leurs armées, mais qu'ils pouvaient gaspiller plus que les Allemands ne pouvaient produire. Ils regardaient leur vision du monde s'effondrer, un camion à la fois. Le Red Ball Express força un règlement racial inattendu au sein de l'armée américaine elle-même. Le succès de l'opération dépendit massivement de soldats afro-américains qui étaient encore ségrégés, privés de traitement égal et exclus des rôles de combat. Le général Eisenhower, visitant les opérations du Red Ball en septembre 1944, fut témoin de la contradiction de première main. Son aide, le capitaine Harry Butcher, nota « Le général regardait les chauffeurs de couleur qui étaient à la tâche depuis 20 heures d'affilée. Il dit « Ces hommes gagnent la guerre aussi sûrement que n'importe quelle infanterie. Nous devons reconsidérer beaucoup de choses. » Le succès créa une pression pour l'intégration qui contribua à la déségrégation militaire 3 ans plus tard. Les soldats afro-américains avaient éprouvé en France ce qu'ils avaient toujours su. Avec les outils et l'opportunité, ils égaleraient n'importe qui. Le Red Ball fut leur combat, et ils le remportèrent de manière décisive. Les théoriciens raciaux allemands luttèrent pour expliquer la contradiction. Les publications de sciences raciales des SS cessèrent simplement de mentionner les opérations logistiques américaines. Les preuves étaient trop accablantes pour nier, trop dommageables à reconnaître. Les ingénieurs militaires allemands étudièrent intensivement les opérations du Red Ball Express après la guerre. Les leçons révolutionnèrent la pensée logistique mondiale. Le volume surmonte l'inefficacité, la redondance mécanique élimine la vulnérabilité, l'exécution décentralisée permet la vitesse, la standardisation multiplie la capacité, l'endurance humaine a des limites, mais elles sont plus élevées que supposées. Le général Franz Halder, ancien chef de l'état-major général allemand, écrivit en 1950 « Le Red Ball Express a prouvé que la logistique détermine la stratégie, et non l'inverse. Les Américains l'ont compris. Nous l'avons appris trop tard. » Parmi les 23 000 chauffeurs du Red Ball, des histoires individuelles d'héroïsme émergèrent que les Allemands trouvèrent incompréhensibles dans leur cadre militaire. Ces récits vérifiés provenaient des archives militaires. Le caporal John L. Houston conduisit continuellement pendant 48 heures, livrant des munitions à la 2e division blindée à Cambrai, s'endormant au volant 3 fois, mais continuant après avoir été ranimé par d'autres chauffeurs. Le soldat Booker T. Washington vit son camion prendre feu à cause de freins surchauffés alors qu'il transportait des fournitures médicales. Au lieu de l'abandonner comme la procédure l'exigeait, il conduisit le véhicule en flammes sur 3 kilomètres jusqu'à un hôpital de campagne, sautant alors que les flammes atteignaient la cabine. Les fournitures sauvèrent des soldats blessés des 2 armées. Ces histoires, multipliées des milliers de fois, révélèrent aux Allemands observateurs la culture militaire américaine, l'initiative individuelle, la prise de risque calculée et l'accomplissement de la mission plutôt que le respect des règlements. Désespérément, les forces allemandes tentèrent de créer leur propre version du Red Ball Express fin 1944. L'opération Griffe durant la bataille des Ardennes incluait des plans pour utiliser des camions américains capturés pour créer des lignes de ravitaillement allemandes. L'effort échoua immédiatement. Les chauffeurs allemands ne pouvaient pas maintenir les vitesses américaines. Les mécaniciens allemands ne pouvaient pas réparer l'équipement américain assez vite. Les approvisionnements en carburant allemands ne pouvaient pas soutenir les taux de consommation. Plus fondamentalement,
Les Allemands ne pouvaient pas reproduire l'attitude américaine de ressources illimitées. Obst von der Heide, commandant l'opération, rapportait « Nous avons capturé 50 camions américains. En une semaine, 30 étaient immobilisés. Les Américains les auraient remplacés. Nous avons essayé de les réparer. Cette différence explique notre défaite. » L'hiver 1944 à 1945 fournit le test ultime du Red Ball Express. La pluie verglaçante, la neige et la glace auraient dû arrêter le transport routier. La doctrine allemande stipulait que la logistique routière devenait impossible en dessous de moins 10 degrés Celsius. Pourtant, le Red Ball Express continua. Les chauffeurs enroulèrent des chaînes sur les pneus, versèrent de l'alcool dans les radiateurs et continuèrent à rouler. Les vitesses chutèrent de 56 à 24 km/h, mais la livraison de tonnage continua. Les observateurs allemands rapportèrent des convois couverts de glace se déplaçant à travers des blizzards qui avaient arrêté des divisions Panzer. Les Américains avaient créé un système logistique qui fonctionnait indépendamment du temps, du terrain ou de l'action ennemie. Il n'était ni élégant ni efficace selon les standards allemands, mais il était imparable. En mai 1945, des officiers logistiques allemands capturés furent requis d'étudier les opérations du Red Ball Express pour les archives historiques. Leurs conclusions furent unanimes et dévastatrices pour l'orgueil militaire allemand. Le général d'air infanterie Friedrich Schulz résuma « Le Red Ball Express représente une guerre que nous n'avons jamais imaginée. Les Américains ont créé une civilisation temporaire. Des milliers d'hommes, des milliers de véhicules, des millions de tonnes de ravitaillement qui n'existaient que pour nourrir des armées, puis se dissolvaient lorsqu'ils n'étaient plus nécessaires. Nous avons construit une infrastructure permanente sur des années. Ils ont créé des systèmes temporaires supérieurs en quelques jours. » L'analyse la plus perspicace vint du général-oberst Heinz Guderian, père de la guerre blindée allemande. Nous avons inventé le Blitzkrieg, mais n'avons jamais résolu sa limitation fondamentale, la logistique. Les Américains l'ont résolu par un excès industriel que nous jugions impossible. Le Red Ball Express n'était pas une ligne de ravitaillement, mais un fleuve de matériel qui a noyé nos forces. Le Red Ball Express coûta aux États-Unis environ 100 millions de dollars en 1944, véhicules détruits, carburant consommé, routes endommagées, réclamations françaises pour dommages. Les officiers d'état-major allemands, habitués à gérer la pénurie, trouvèrent le chiffre incompréhensible. Pourtant, les Américains le considérèrent comme bon marché. L'opération permit la capture de 400 000 soldats allemands, la libération de la France, de la Belgique et du Luxembourg, et raccourcit la guerre d'environ 6 mois. Chaque jour de guerre coûtait à l'Amérique 250 millions de dollars. Le Red Ball Express se paya en un seul jour de conflit raccourci. Le lieutenant-général John C. H. Lee, commandant la logistique pour le théâtre européen, déclara « Nous avons usé 5 000 camions et 23 000 hommes pour détruire l'armée allemande en France. Dans toute guerre précédente, cela aurait été des pertes catastrophiques. Dans la guerre industrielle américaine, c'est un overhead acceptable. » Une conséquence inattendue du Red Ball Express fut l'impact révolutionnaire sur la logistique civile d'après-guerre. Des milliers de chauffeurs retournèrent en Amérique avec l'expérience de l'exploitation du plus grand réseau de transport du monde. Ces vétérans fondèrent des compagnies de camionnage, conçurent dans les autoroutes inter-États et créèrent l'industrie logistique américaine moderne. Des entreprises comme Yellow Freight, Roadway et Consolidated Freightways furent lancées par des vétérans du Red Ball qui appliquèrent la logistique militaire au commerce civil. Ils avaient appris en France que le volume bat l'efficacité, la vitesse bat la perfection, et que si vous pouvez maintenir les camions en marche 24 heures sur 24, vous pouvez transporter le monde. Les historiens militaires reconnaissent universellement le Red Ball Express comme l'opération logistique décisive du théâtre européen. Sans lui, l'avancée de Patton s'arrête, Paris tombe des semaines plus tard, et les forces allemandes établissent avec succès des lignes défensives hivernales. L'opération valida la doctrine militaire américaine qui privilégiait la logistique par rapport à la tactique.
Alors que les officiers allemands étudiaient Clausewitz et la manœuvre sur le champ de bataille, les Américains étudiaient les chaînes de montage de Détroit et les horaires de chemin de fer. Le Red Ball Express démontra que dans la guerre moderne, la capacité à ravitailler les forces détermine la victoire plus que l'éclat tactique. Le 15 septembre 1944, le Feldmarschall Gerd von Rundstedt, commandant suprême allemand à l'Ouest, reçut des renseignements complets sur le Red Ball Express. Après avoir étudié les rapports pendant des heures, il convoqua son état-major. « Messieurs, annonça-t-il, nous faisons face à quelque chose qui dépasse la solution militaire. Les Américains ont créé un système de ravitaillement qui rend la distance insignifiante. Notre stratégie supposait leur point culminant où les forces avançantes dépassent les ravitaillements. Ce point n'existe pas. Ils ont révolutionné la guerre et nous nous battons la dernière guerre. » Son officier des opérations, Oberst Hans von Tempelhof, suggéra d'interdire les routes du Red Ball avec la Luftwaffe restante. La réponse de von Rundstedt révéla une compréhension totale. Avec quoi allons-nous interdire ? Ils ont 6000 camions. Si nous en détruisons 1000, ce que nous ne pouvons pas, ils les remplaceront en une semaine. Nous devrions détruire 200 camions par jour juste pour égaler leur production. Nous n'avons pas 200 avions au total. Derrière les statistiques se cachaient des histoires humaines qui révélèrent le caractère américain aux observateurs allemands. Des chauffeurs qui n'avaient pas dormi depuis 3 jours, refusant d'être relevés parce que leur camion pourrait ne pas passer. Des mécaniciens travaillant sous la pluie verglaçante pour maintenir les convois en marche. Des adolescents mentant sur leur âge pour conduire des camions. De telles histoires, multipliées tout au long de l'opération, créèrent une mythologie qui démoralisa les forces allemandes. Les Américains n'étaient pas mous comme le clamait la propagande. Ils se poussaient eux-mêmes plus dur que les Allemands ne poussèrent les chevaux, mais ils le faisaient volontairement, pas par peur. Cela les rendait plus dangereux que ce que la doctrine allemande n'avait compris. Le Red Ball Express devint une propagande non intentionnelle plus puissante que toute opération planifiée. Les soldats allemands pouvaient entendre les convois la nuit, des flots incessants de moteurs qui ne s'arrêtaient jamais. Le son lui-même devint une guerre psychologique. Les unités allemandes rapportèrent entendre des convois fantômes qui démoralisaient les troupes aussi efficacement que la logistique réelle. La connaissance que les Américains avaient des ravitaillements illimités tandis que les Allemands rationnaient leurs dernières munitions créa un désespoir qui mina l'efficacité au combat. Les unités américaines de guerre psychologique reconnurent l'impact. Elles commencèrent à diffuser des bruits de moteurs de camions vers les lignes allemandes lorsque les vrais convois n'étaient pas présents. Les unités allemandes rapportèrent ces convois fantômes comme réels, démontrant les dégâts psychologiques que le Red Ball Express avait infligés. En novembre 1944, avec les voies ferrées partiellement restaurées, le Red Ball Express fut officiellement arrêté. Mais ces méthodes avaient révolutionné la logistique militaire à jamais. Le concept d'un ravitaillement continu, à haut volume, gaspilleur mais efficace, devint la doctrine militaire américaine. L'innovation finale fut la vitesse de dissolution. L'opération massive, 23 000 hommes, 6 000 véhicules, des centaines d'installations, disparut en 72 heures. Les troupes réaffectées, les véhicules redistribués, les routes rendues à un usage civil. Les Allemands nécessitaient des mois pour créer des opérations plus petites et des années pour les dissoudre. Les Américains construisaient ce dont ils avaient besoin, l'utilisaient, le jetaient et construisaient quelque chose de mieux. Lorsque les généraux allemands se rendirent en mai 1945, beaucoup citèrent spécifiquement le Red Ball Express comme démontrant l'inutilité d'une résistance prolongée. Le général der Panzertruppe Hasso von Manteuffel déclara lors de son interrogatoire « Lorsque nous avons compris votre capacité logistique, nous avons su que la guerre était perdue. Vous pouviez ravitailler les armées plus vite que nous ne pouvions les détruire. Le Red Ball Express était une arme contre laquelle nous n'avions aucune défense. » Le Field Marshal Albert Kesselring, parmi les commandants les plus compétents d'Allemagne, fut interrogé sur ce qui l'avait le plus surpris chez les forces américaines. Sa réponse : « Pas vos chars, pas vos avions, mais vos camions. Le Red Ball Express
nous a montré que vous aviez militarisé la capacité de production de toute votre société. Nous nous battions contre vos usines, pas seulement contre vos soldats. Les statistiques finales du Red Ball Express témoignent de la guerre industrielle américaine. Charge totale livrée, 412 193 tonnes. Distance totale parcourue, 196 millions de tonnes-kilomètres. Camions employés, 5 958 en moyenne, 7 000 au pic. Chauffeurs impliqués, 23 000 au total. Jours d'opération, 82. Carburant consommé, 216 millions de litres. Pneus usés, 180 000. Véhicules détruits, plus de 5 000. Coût, 100 millions de dollars. Divisions allemandes vaincues par l'avantage logistique, 47. Jours de guerre estimés raccourcis, 180. Ces chiffres racontent une histoire qui a transcendé les opérations militaires. Ils représentent le moment où la guerre a changé pour toujours, où la capacité industrielle est devenue plus importante que la prouesse tactique, où la logistique a déterminé la stratégie plutôt que de la servir. En 1994, pour le 50e anniversaire du D-Day, l'United States Postal Service a émis un timbre commémoratif honorant le Red Ball Express au National Postal Museum de Washington, D.C. La cérémonie a reconnu l'opération qui avait été éclipsée par les opérations de combat, mais qui s'était avérée tout aussi décisive pour la victoire alliée. Les vétérans présents parlèrent de leur fierté pour une opération qui avait prouvé que la puissance industrielle américaine et la détermination individuelle pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ils avaient roulé malgré l'épuisement, les pannes mécaniques, le temps qui arrêtait les blindés. Ils étaient des soldats noirs pour la plupart, ségrégés, discriminés, privés de reconnaissance pendant la guerre. Mais ils avaient livré la victoire à 56 km/h. Le Red Ball Express a prouvé que dans la guerre moderne, la logistique n'est pas un soutien. C'est l'effort principal. L'opération a démontré que la démocratie industrielle pouvait mobiliser des ressources à une échelle que l'efficacité totalitaire ne pouvait égaler. Les généraux allemands qui s'étaient moqués de la logistique américaine furent réduits au silence par 6 000 camions livrant 12 500 tonnes quotidiennes sur 1120 km de France libérée. Ils avaient supposé que les Américains suivraient le précédent européen, économiseraient les ressources, avanceraient prudemment. Au lieu de cela, les Américains créèrent un tsunami logistique qui noya les forces allemandes sous l'abondance alliée. Le succès de l'opération ne venait pas d'un génie militaire, mais de caractéristiques américaines que les Allemands n'avaient jamais comprises. L'excès industriel, l'aptitude mécanique, l'habileté à improviser, et surtout l'initiative des soldats individuels qui prenaient des décisions indépendantes qui, dans la Wehrmacht, auraient nécessité l'approbation d'un Field Marshal. Dans ses mémoires, le général George S. Patton, dont la 3e armée fut la principale bénéficiaire du Red Ball Express, écrivit l'hommage ultime « Les chauffeurs du Red Ball Express méritaient autant de crédit pour la défaite de l'Allemagne que n'importe quelle unité de combat. Ils ont roulé malgré l'épuisement, les pannes mécaniques, le temps qui arrêtait les blindés. Sans eux, la 3e armée ne bouge pas. Sans mouvement, nous ne gagnons pas. Ils étaient des soldats noirs pour la plupart, ségrégés, discriminés, privés de reconnaissance. Mais ils ont gagné la guerre aussi sûrement que n'importe quel fusilier. L'histoire doit enregistrer cette vérité. Cette vérité reste le testament final du Red Ball Express. 23 000 chauffeurs, majoritairement afro-américains, conduisant 6 000 camions sur une autoroute à sens unique vers la victoire, accomplirent ce que la science militaire allemande déclarait impossible. Ils ravitaillèrent des armées avançantes plus vite que la physique ne le permettait, maintinrent un tempo au-delà de l'endurance humaine et prouvèrent que dans la guerre moderne, le camp avec le plus de camions bat le camp avec les meilleures tactiques. Les généraux allemands s'étaient moqués de la logistique américaine, la qualifiant de gaspilleuse, indisciplinée, impossible à soutenir. 82 jours plus tard, ces mêmes généraux se rendirent à des armées ravitaillées par le Red Ball Express, comprenant enfin que les camions américains avaient vaincu les chars allemands, que l'abondance industrielle avait submergé l'excellence militaire, que la logistique était devenue la stratégie.
Le Red Ball Express prit fin le 16 novembre 1944, mais son impact résonna dans l'histoire militaire. Il prouva qu'à l'ère industrielle, la victoire n'appartient pas aux soldats les plus courageux, ni aux généraux les plus brillants, mais à la nation qui peut livrer le plus de ravitaillement, le plus rapidement, le plus loin. Les généraux allemands qui s'étaient moqués de la logistique américaine en août 1944 signèrent les actes de capitulation en mai 1945, vaincus par 23 000 chauffeurs de camions qui révolutionnèrent la guerre à 56 km/h. Leur histoire mérite sa place parmi les grandes opérations militaires de l'histoire. Non pas parce qu'elle était élégante ou efficace, elle ne l'était ni l'un ni l'autre, mais parce que cela a fonctionné. Le Red Ball Express maintint Patton en mouvement, fit reculer les Allemands et prouva que dans la guerre moderne, le convoi de camions compte plus que la colonne de chars. Les autoroutes de France portent encore les cicatrices du Red Ball Express. Ornières creusées par les camions surchargés, ponts hâtivement réparés, bas-côtés jonchés d'épaves de véhicules abandonnés. Mais le plus grand monument de l'opération est la rapidité de la victoire alliée. Chaque jour où la guerre était raccourcie, sauvait des milliers de vies. Le Red Ball Express l'a raccourci de mois. En fin de compte, les généraux allemands qui s'étaient moqués de la logistique américaine apprirent la leçon la plus difficile de la guerre moderne. Les amateurs parlent tactique, les professionnels parlent logistique et les Américains parlent camion. Le Red Ball Express était l'Amérique parlant très fort, en effet, dans le rugissement de 6000 moteurs qui ne s'arrêtaient jamais, transportant la démocratie et la destruction à 56 km/h sur une route à sens unique vers la victoire. Le mot de la fin revient à un officier allemand dont le nom est perdu pour l'histoire, cité par un chauffeur du Red Ball lors de la commémoration de 1994. Se tenant au bord d'une route en Belgique, regardant le convoi sans fin de camions américains, l'officier dit en anglais accentué à ses gardiens « Nous nous sommes préparés à tout, vos chars, vos avions, vos navires, nous ne nous sommes jamais préparés à vos camions. Comment vaincre un ennemi qui a plus de camions que vous n'avez de soldats ?» La réponse défilait devant lui à des intervalles de 5 minutes, conduite par des Américains épuisés qui réécrivaient les règles de la guerre, une livraison à la fois. Le Red Ball Express avait fait de la logistique une stratégie, du ravitaillement une victoire, et des camions l'arme la plus décisive de la guerre en Europe. Les généraux allemands arrêtèrent de rire lorsqu'ils comprirent cette vérité. Mais à ce moment-là, Patton était déjà à leur porte, ravitaillé par la plus grande opération logistique de l'histoire militaire.